Bonjour, merci d'être avec nous ici à Privas. On va parler d'une chose importante, on va parler du logement, et encore plus important, du logement social. Pourquoi ? Parce qu'Ardèche Habitat, qui s'en occupe ici, près de chez vous, a 70 ans aujourd'hui. On accueille son président, Olivier Peverelli, et son directeur, Samuel Carpentier. Je l'ai dit, vous avez 70 ans, mais alors vous avez l'air en pleine forme. Hein. Ça va ? Tout va bien jusque-là ? Jusque-là, c'est parfait. Mais encore, monsieur le président. Que vous dire, 70 ans, c'est... quand on parle de Pierre, 70 ans, finalement, c'est pas très vieux. Après, quand on relie la pierre à l'humain, ça commence à faire beaucoup, et c'est peut-être ce qui nous importe aujourd'hui, parce que ce qui nous intéresse, c'est les quelques milliers de personnes que nous logeons depuis 70 ans. Et donc, notre capacité à pouvoir continuer à loger des personnes qui ont des revenus modestes dans les meilleures conditions possibles. Et donc là, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans la turbulence. Donc, puisque les récentes lois qui sont la loi Elan, entre autres, nous posent de réelles difficultés sur l'avenir de notre modèle. Et donc, pour nous, c'est une véritable interrogation. Si je fais un petit recul, moi, je suis président depuis, c'est mon troisième mandat de président. J'ai connu, moi, le logement social où nous avions des aides à la pierre suffisantes, importantes. Et puis, il y a eu un glissement donc, en l'espace de un peu plus de 10 ans. Et ce glissement fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour avoir des aides à la pierre quand on construit. Il n'y en a quasiment plus. Nous sommes maintenant ponctionnés. Nous versons à l'État, on va dire, une redevance. Alors, on voit bien que les forces se sont inversées. Et pour rajouter une difficulté à cela, là où nous mettions quasiment pas de fonds propres, il y a 10 ou 15 ans pour construire un logement, aujourd'hui c'est plusieurs milliers, c'est 25 000 euros de fonds propres par logement. Donc c'est dire si la situation s'est tendue. Les questions que nous nous posons, bien sûr, c'est comment continuer à construire dans des loyers qui restent abordables. Et ça, c'est un réel enjeu. Et puis, comment faire en sorte que ces logements restent de qualité, le plus près possible des services, parce que ça aussi c'est un réel enjeu. On ne peut pas construire dans des périphéries parce que les terrains seraient moins chers. Donc il y a quand même une valorisation des prix du terrain, même pour les organismes de logements sociaux. Donc c'est toutes ces questions qui nous obligent, et tant mieux quelquefois, à remettre l'ouvrage sur l'outil en permanence. Et la question d'aujourd'hui, c'est comment construire mieux, parce que nous sommes ambitieux, avec des coûts peut-être moins élevés. C'est ce travail-là que nous souhaitons engager. Samuel Carpentier, 70 ans, en pleine forme, mais pas très content alors. Alors, ouais, 70 ans, moi, on peut effectivement se dire c'est long, c'est court, dans ce contexte changeant, dans ce contexte d'accélération, dans ce contexte du tout de suite. C'est intéressant de regarder, et je me suis attaché un tout petit peu à prendre 5 minutes pour regarder ce qu'on avait dans les archives. Et c'est très intéressant de voir comment, au fil des années, en fait, cet organisme a su grandir, s'adapter, contribuer à
à cette notion, à ce concept du service public du logement sur son territoire. Et le président parlait d'innovation. Je pense que c'est intéressant effectivement de mettre en lumière au fil de ces années et encore maintenant et pour demain les nombreux signes d'agilité qui peuvent être actionnés, mis en route par l'organisme pour rester présent en proximité sur le territoire, pour aborder les différents sujets d'aménagement sur lesquels on a à devoir aller dans un territoire rural et dans cette capacité d'adaptation au contexte national, régional et puis local. Qui est toujours plus difficile, hein, visiblement. Hein. Et qui a tendance à devenir effectivement compliqué, mais avec une vraie résilience de la structure sur le territoire. Alors, vous logez combien de personnes? Parce que ça, c'est la réalité. 13 000 locataires. 13 000 locataires qui logent dans 6 500 logements à peu près. Alors, Hervé Solignac, vous êtes député, donc vous êtes le législateur. J'ai entendu parler de loi Elan. J'ai pas tout compris, mais j'ai l'impression que ça pique un peu, là, ça frotte un peu entre vous. Ou je me trompe, c'est pas encore quand même la crise dans le ménage. Si ça a piqué, ça n'a pas piqué qu'avec moi. C'est-à-dire que si ça avait piqué qu'avec moi, ça serait pas très grave. Vous savez, moi, ça m'arrive parfois de m'emballer, mais là, en l'occurrence, j'ai cru comprendre que c'était tous les acteurs du logement social qui avaient été extrêmement perturbés par cette loi Elan. Dont je veux dire quand même qu'il ne faut pas la dissocier la même année, c'est-à-dire en 2018, d'une loi de finances, c'est-à-dire du budget que la nation s'est donné, et qui a fait beaucoup de mal aussi au logement social. Chacun se souvient de la réduction des APL. Et tout le monde a dit, a priori, écoutez, 5 € de réduction des APL, c'est quand même pas grand-chose, ils vont s'en sortir. Mais la réalité, c'est que, comme il y a eu des réactions assez vives, il a été décidé que finalement, pour que ça n'impacte pas le portefeuille des locataires, eh bien, les bailleurs sociaux, et en l'occurrence Ardèche Habitat, allaient devoir réduire de 5 € leur loyer. Alors, encore une fois, là aussi, on peut considérer que ça n'est pas grand-chose. Mais réduire de 5 € ses loyers, c'est réduire ses recettes de 5 €, c'est réduire sa capacité à investir. Et au final, aujourd'hui, c'est 3 millions d'euros qui manquent dans les caisses d'Ardèche Habitat. Donc ça, c'est pas la loi Elan, mais c'est la même année. C'est une loi qui a fait aussi beaucoup de mal à la capacité financière des bailleurs sociaux et de Ardèche Habitat. On pourrait aussi y ajouter l'augmentation de la TVA qui était à 5,5, qui est passée à 10%. Lorsque vous augmentez une taxe de 4,5%, ça a une incidence budgétaire énorme et c'est un trou de 2,5 millions d'euros pour Ardèche Habitat. Quant à la loi Elan elle-même, c'est une loi qui avait un slogan qui était porté par le ministre auteur de ce projet de loi, qui s'appelle Julien de Normandie. Et ce slogan, c'était le suivant: construire plus vite, moins cher et mieux. Ça n'existe pas, plus vite, moins cher et mieux. Parce que construire plus vite, ça suppose de bâcler la procédure. Et notamment d'avoir des concours qui ne s'attardent pas trop sur pourtant des sujets extrêmement importants. Construire, ça suffit, c'est pas seulement poser un bâtiment quelque part et dire on va y mettre des gens comme ça. C'est l'imaginer dans son environnement. C'est comment on va organiser le lien social. C'est comment on va insérer dans la ville le logement avec les commerces et les services. Bon, moins cher. Et moins cher, ça veut dire construire du logement au rabais. Moi, je ne sais pas comment on produit un logement moins cher. Et donc, si on fait plus vite, moins cher, ça ne peut pas faire mieux. Et donc, rien que le slogan de cette loi Elan était extrêmement préoccupant. Et à l'arrivée, cette loi Elan, aujourd'hui, nous sommes en 2020, force est de constater qu'on construit moins de logements sociaux, on n'en construit pas mieux, et peut-être qu'il est moins cher, mais précisément parce qu'il est moins cher, il est moins bien. Voilà. Donc, cette loi n'a absolument pas atteint ses objectifs. Elle a en grande partie saigné parce que l'État s'est servi dans la poche des bailleurs sociaux, donc saigné ces bailleurs sociaux dans leur capacité à investir, avec deux conséquences. Aujourd'hui, on a dans ce pays une politique du logement qui n'est pas à la hauteur des besoins sociaux. On a une politique du logement qui a tellement décéléré que le secteur économique de la construction, qui est vital en France, eh bien, il est en grande difficulté, en partie à cause de cette construction du logement social qui ne se fait plus aussi bien qu'avant. On a voulu faire de ces bailleurs sociaux des monstres, c'est-à-dire qu'on les a obligés à se regrouper pour rassembler au moins, plus chiffre en tête, 12 000 ou 15 000 logements sociaux, je ne sais plus si c'est 12 ou 15. En tout cas, Ardèche Habitat, c'est à peu près 6 200 logements. Il leur en faut plus du double, désormais,
pour pouvoir constituer un bailleur social. Quand on crée des monstres, on crée de l'éloignement. Et moi, je terminerai par ça, j'ai grandi les 10 premières années de ma vie dans un logement, ça s'appelait pas Ardèche Habitat à l'époque, ça s'appelait tout simplement l'office HLM. Je suis un gosse de l'office HLM de l'Ardèche. J'ai des souvenirs heureux, de mixité sociale totale. Mes voisins étaient d'origine algérienne, marocaine, portugaise, espagnole, il y avait de tout. Il y avait du bruit dans l'immeuble, mais du bruit joyeux. Il y avait du bruit joyeux. Et il y avait un lien très étroit avec le bailleur, qui n'était pas seulement quelqu'un qui avait construit un toit dans lequel il l'avait mis, moi, mon frère et mes parents, qui était un interlocuteur. C'est-à-dire qui était là pour servir le locataire, qui était là pour l'accompagner, qui était là pour être à son écoute, qui remplissait toutes ces missions qui supposent que les bailleurs sociaux aient des moyens, et encore une fois, des moyens que la loi Elan leur a en grande partie enlevés. Je vois que sur ça, au moins, vous êtes d'accord. Merci, monsieur le député. Je vous en prie. Alors, on a vu le contexte côté législateur. Laurent Huguetto, président du conseil départemental, merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes très proche de la réalité avec Ardèche Habitat. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pourriez vivre sans Ardèche Habitat? Parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que les logements, il y avait d'autres choses. Et ça vous intéresse beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est cette autre chose? Le principe, il faut l'expliquer aux Ardéchois aussi, c'est que la politique du logement du département passe par Ardèche Habitat, parce que évidemment, il y a des années, 70 ans et plus, qu'on confie à l'opérateur historique du département la construction, la création, et puis surtout, je dirais, un regard sur l'avenir, parce que au-delà de ce qu'on confie à Ardèche Habitat, notamment sur des missions d'ingénierie, de travail en relation avec des communes ou des communautés de communes sur des projets, puisqu'il n'y a pas que le logement, mais vous l'avez dit. Ce qui m'importe le plus, moi, en tant que président de département, c'est de traiter la question sociale d'une Ardèche en transition, en transformation, puisque c'est ce qu'on a voulu porter, et de régler avec nos partenaires, l'ensemble des bailleurs sociaux du département, la question qui est prégnante à mon avis en ce moment, et ce qu'on vit avec la pandémie aussi. C'est 70 ans, mais il ne faut pas oublier qu'on est en pleine épidémie, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de vivre, mais c'est la question sociale. Et la question notamment qui tourne autour de 2 questions pour les foyers, c'est le revenu. C'est la question de base, je dirais, du revenu et comment on peut vivre décemment dans ce pays. Et la question du logement qui, pour la plupart, représente une bonne partie du budget. Et ça, pour moi, c'est important de le dire et de le signifier. Quand on a, comme le disait le député tout à l'heure, un toit sur la tête, c'est déjà quelque chose de très important. Mais au-delà du toit sur la tête, c'est comment les gens se sentent à l'intérieur de ces logements. Et comment on peut confier à Ardèche Habitat un certain nombre d'objectifs qui sont contenus dans la transition écologique que porte le département sur la question, et j'en ai 2, sur l'urbain, la question du centre-ville, et de faire revenir la population et le lien social en centre-ville en nous occupant notamment des logements les plus indignes. Toute la question de l'énergie, la question de l'adaptation des logements aux économies d'énergie, ne pas dépenser l'énergie que ces foyers-là ont du mal à financer. Et puis, en ruralité ou en campagne, c'est la question de l'attractivité de nos communes. Souvent, la construction ou le projet des bailleurs sociaux et d'Ardèche Habitat, c'est maintenir l'école. Dans un village de 300 habitants, maintenir une école parce qu'on fait du logement social, parce qu'on est attractif. Ça permet de la mixité sociale, mais ça permet aussi de maintenir des structures et des services publics comme l'école. Et ça, c'est aussi la vie des villages. Et sur la première partie, sur l'urbain, je pense qu'on a beaucoup à faire. On vit beaucoup l'étalement urbain. Ça vient aussi régler dans nos programmes et dans nos projets la question de l'étalement urbain, parce que nos centres-villes se désertifient. On voit beaucoup de logements vides en centre-ville. En plein de villes ardéchoises, on en voit et on a l'occasion de le voir. Et je crois que Ardèche Habitat a ce rôle majeur de dire comment on se réinvestit dans les centres-villes pour le logement social. Et je crois que c'est aussi en centre-ville des économies, de la mobilité en moins, des déplacements en moins. Et ça répond aussi à la question du revenu, à la question de comment on peut mieux vivre en ville avec des bailleurs sociaux qui s'investissent et qui traitent la question de l'étalement urbain aussi. Donc voilà, plusieurs missions, mais en tout cas pour le département, c'est vraiment avec les bailleurs sociaux, avec Ardèche Habitat, qu'on entend travailler sur ces 3 ou 4 sujets qui sont importants. Et puis, vraiment, je le redis, mais Ardèche en transition, c'est l'énergie, c'est avoir des logements qui soient dignes de ce nom et qui permettent à chaque individu de moins dépenser en loyer et en dépenses pour se chauffer et pouvoir vivre plus dignement. Madame Douadab, vous êtes directrice Aura HLM. Donc vous envoyez
des offices habitat, logement social, vous en voyez. Alors moi j'ai une question simple, parce que je trouve que les gens ici sont formidables, mais est-ce que c'est une perception que j'ai, ou est-ce que vraiment Ardèche Habitat, 70 ans, des années glorieuses, est-ce que c'est un bon élève ou pas au regard de ce qui se fait ailleurs dans la région? Alors, dans la région, vous avez 92 bailleurs, que ce soit d'ailleurs des offices ou des ESH ou des coopératives. Donc, ils sont très nombreux. Ils représentent plus de 560 000 logements, donc c'est énorme. La question, c'est pas de savoir si Ardèche Habitat est pas bon ou meilleur que les autres. Ils sont tous sur le pont. Les organismes sont vraiment extrêmement mobilisés à travers 3 défis. Le défi climatique, le défi économique et le défi social. Ce qui caractérise Ardèche Habitat, c'est que c'est un organisme qui intervient sur des territoires plutôt ruraux, et ce qui lui donne la capacité et la nécessité, forcément par rapport aux autres, d'être pluridisciplinaire. Et donc, je prendrai l'image du couteau suisse. C'est encore plus que les autres, et notamment en comparaison aux organismes urbains. Un organisme comme celui-là doit répondre à la diversité des commandes politiques et à la fois être capable d'être très présent dans un quartier complètement d'habitat social, le type le Zodiac à Annonay, ou au contraire d'aller dans le centre-bourg pour redynamiser les centres-bourgs. On disait tout à l'heure les questions de commerce et de services. C'est un organisme qui est encore plus que les autres sur les questions d'aménagement du territoire. C'est ça la force et la puissance d'un organisme comme Ardèche Habitat aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile pour eux que les autres? Oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que quand vous êtes dans des territoires où les organismes sont plus urbains et plus nombreux, il y a plutôt une tendance à une spécialisation, un peu. Alors que quand on est dans un organisme plus rural, la spécialisation n'existe pas. Et par définition, quand on doit être sur plusieurs champs en même temps et plusieurs compétences en même temps, c'est plus compliqué. Alors Monsieur Peverelli, finalement, vous êtes encore plus à l'ouvrage que les autres. Alors je ne dis pas ça pour faire évidemment une forme de, comment dirais-je, de joyeuserie maquillée en disant que vous êtes plus fort, etc. Mais j'ai quand même l'impression, à entendre les uns et les autres, que c'est quand même un peu plus compliqué en Ardèche qu'ailleurs. Est-ce que vous le vivez comme ça, vous? Alors, je sais pas si c'est plus compliqué, c'est plus diversifié. Et puis, nous avons surtout besoin de créer de véritables partenariats, notamment avec les communes. C'est à ce prix que nous pouvons être efficaces. Et du coup, nous adaptons vraiment chaque construction, on va dire, à la réalité locale. Et ça met peut-être un peu plus de temps, mais nous créons des relations on va dire, de bon terme dans le temps. C'est à ce prix-là qu'on peut dire que non, c'est pas plus compliqué, bien au contraire, ça nous permet vraiment de nous installer confortablement, enfin plutôt nos locataires d'ailleurs, parce que c'est d'eux qu'il s'agit au final. Alors Olivier Peverelli, vous avez parlé effectivement du travail à l'endroit où l'on vit, c'est-à-dire dans les communes, et on va en parler avec Marie-Christine Durand qui est maire de Lannas et Jean-Yves Meyer qui est maire de Benat. Alors Madame Durand, un projet de logement social à Lannas, comment ça se passe en fait? Alors surtout comment ça s'est passé? Ce ne fut pas aussi simple que ça, puisque la municipalité précédente avait acheté un terrain, avait commencé à travailler avec Ardèche Habitat, et le dialogue n'existant pas avec les habitants, ce fut très conflictuel, ça a été même jusqu'au tribunal. Donc voilà, nous avons été élus à ce moment-là, et c'est vrai que je tiens vraiment à insister, si les choses se sont faites, et se sont faites sereinement, c'est parce qu'on s'est mis autour de la table, et là M. Carpentier peut le dire, et nous avons dit il faut qu'on avance, et pour avancer il faut qu'on travaille en confiance. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu un vrai dialogue avec Ardèche Habitat, et surtout une volonté de dialogue avec les habitants. Réunion publique où il y a eu des explications données aux habitants sur ce qui allait se faire par rapport aux peurs du logement social et qu'est-ce que ça allait engendrer. Et du coup, la construction s'est faite sereinement, mais à partir de là, on s'est retrouvé avec un terrain en friche à côté de ces logements, et n'ayant peu de moyens, la commune, on a décidé d'en faire un espace public partagé pendant 2 ans et demi de travaux et de chantiers partagés. Les habitants ont co-construit, co-pensé cet espace. Et ça a eu
un espace vraiment extraordinaire sur le lien social et l'intégration des locataires. Puisque ce chantier se faisait à côté des logements, ils ont été intégrés au chantier. Et vraiment, il s'est tissé ce lien qu'on cherchait depuis le départ, ce lien social qu'on voulait vraiment créer entre le village et ses nouveaux locataires. Ça s'est fait de façon spontanée sur un espace public partagé, sur quelque chose d'un peu innovant. Donc, moi, j'insisterai vraiment sur ce temps de confiance et de relation indispensable que nous devons avoir, les élus et Ardèche Habitat, sur l'intégration de ces logements au sein de petites communes. Parce que j'entendais Olivier Péverelli parler de commerce, d'accès. Nous n'avons pas de commerce. Nous n'avons pas de transport. C'est pas grave. Pour moi, ce n'est absolument pas grave. Ça redynamise nos villages. On n'est plus un village dortoir, ça a redynamisé le centre-bourg. Et l'écho vient bien au-delà du cœur du village, ça s'est fait un peu tout autour du village, et même bien au-delà, puisque c'est quand même un projet assez exemplaire. Ça veut dire également que quand on passe d'une commune rurale à une commune un peu plus importante, Jean-Yves Meyer, vous êtes maire d'Aubenas, donc on va dire qu'au niveau de l'Ardèche, c'est une des 3 plus grosses communes d'Ardèche. C'est la 2e ville d'Ardèche. Et ça veut dire que là, chez vous, l'enjeu est un peu différent en termes de masse critique. On passe de 12 logements à combien de logements ? À peu près 170 pour l'instant, puisqu'il y a de nombreux projets en cours et en collaboration entre Ardèche Habitat et la ville d'Aubenas. Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces projets ? Ça représente combien de logements à terme ? Je pense que ça représente facilement plus de 100 logements à terme. L'intérêt pour la ville, bien sûr, c'est d'avoir un deuxième bailleur social, parce qu'on n'était pas habitué jusqu'à présent à ce travail en équipe, en collaboration. Et j'avoue que là, c'est un vrai bonheur de travailler avec Ardèche Habitat. Je prends 2 exemples. Le premier, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à l'occasion de difficultés dans une résidence, difficultés assez importantes qu'on peut deviner. Et grâce à un travail en collaboration, et aussi avec les forces de l'ordre, et à un travail aussi avec les services de la ville, Ardèche Habitat a pu résoudre ce problème. Et la sérénité est revenue dans cette résidence, et au-delà de ça, dans ce quartier de la ville, ce qui était important. Donc c'est des intérêts bien compris d'Ardèche Habitat, le bailleur social, mais aussi de la commune. Et le deuxième exemple, c'est sur un projet que Ardèche Habitat a en plein centre-ville, et une collaboration avec les services d'urbanisme de la ville. Et donc là, récemment, en bureau exécutif de la ville, on nous a présenté 2 projets, on nous a demandé de choisir lequel nous paraissait le plus adapté, non pas fonctionnellement, puisque les 2 projets sont fonctionnels, mais on dirait esthétiquement, dans l'intégration dans la ville. Et ça, je trouve ça formidable, parce que c'est pas un projet qu'on nous impose, c'est un projet qui est étudié, et ensuite il y a des propositions, et les élus ont aussi la possibilité de choisir. Et puis ce qui est aussi formidable, c'est en ville à Aubenas, donc une ville ancienne, qui est actuellement en quartier politique de la ville et aussi en cœur de ville, il y a des problèmes de friches et des problèmes aussi d'habitat insalubre et de marchands de sommeil. Et la ville a des différents projets dans les tiroirs, et c'est formidable de pouvoir collaborer avec un bailleur social qui est là à l'écoute, avec lequel on peut presque discuter au fil de l'eau des projets et concevoir ensemble l'avenir de ces quartiers et l'avenir de cet habitat. Donc c'est quelque chose de vraiment appréciable pour les élus, je pense. Je vois donc, je ne dirais pas que vous filez le parfait amour, mais je reviens à vous, Monsieur le Président Olivier Péverelli, puisque j'ai entendu au fil de ces échanges beaucoup de choses, et parfois parler de mixité sociale, ça a encore été le cas à l'instant, et cette image qu'a le logement social est sans doute ternie par des incidents, on va dire, assez rapportés, mais est-ce que c'est pour vous, cette mixité sociale heureuse, comme l'a dit le député tout à l'heure, un objectif ou une réalité aujourd'hui ? C'est les deux. C'est bien entendu une réalité. Après, quand on parle de mixité sociale, comment elle doit se construire ? Qu'est-ce que c'est que la mixité sociale ? Parce que c'est des mots qui ont tellement été employés qu'on peut y mettre tout et son contraire. La mixité sociale,
en soi, ça n'a pas d'intérêt, c'est l'objectif que ça procure. Et qu'est-ce que ça peut procurer? C'est que des personnes, quand elles habitent dans un quartier, elles puissent à la fois se sentir acceptées, insérées dans ce quartier, et qu'elles-mêmes aient la capacité de faire cette démarche. Donc ce sont des équilibres à trouver, parce que on ne vit pas tous de la même manière, on a des origines différentes, des croyances différentes, des histoires différentes, des envies différentes. Donc c'est vraiment ce travail-là qui est fait. En fait, il faut qu'on construise un peu une toile d'araignée, et ça, c'est le rôle des services publics, c'est-à-dire un logement de qualité, des services de proximité, des services publics, des services privés comme le commerce. Et la mixité, elle doit se faire autour d'un projet. Et c'est à partir de là que les gens se sentent bien. Je pense que c'est juste le respect, on peut appeler ça le respect des droits humains. Et à partir de là, la mixité, elle se fait. Mais les ingrédients existent pour le faire. C'est de régler aussi les difficultés quand elles existent. Donc là, on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et donc c'est ce travail de partenariat qui est indispensable. On l'a fait. Puis des problèmes comme ça, on en rencontre dans le logement social, mais pas que. On sait aussi que maintenant, quand il y a deux voisins pour qu'ils se parlent, il faut qu'il y ait un troisième interlocuteur, un médiateur. C'est souvent le cas, parce que c'est aussi nos principes souvent de société de vie, qui font qu'on se croise, on ne connaît pas forcément son voisin, donc on n'en fait pas un partenaire, et du coup il faut d'autres personnes. Bon, et finalement, on transpose les complexités de la vie, parce que la vie est complexe, dans le logement social. Et ça a été très marqué, parce que je pense qu'il ne faut pas être amnésique. On a à certains moments des tensions, des difficultés. Et c'est pour ça que je dis que ça se construit, parce que les programmes actuels, contemporains, doivent tenir compte des erreurs du passé, parce qu'il y a eu des erreurs dans le passé, et pour permettre de faire en sorte que on ne crée pas des tensions ou des ghettos. Donc c'est très fragile, ça existe, mais ça existe dans tout l'environnement. Ça existe dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Merci Monsieur le Président, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous en savez maintenant un peu plus sur le logement social près de chez vous, ici en Ardèche. Merci encore et à bientôt.